بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous sommes toujours dans le chapitre 1 consacré aux intégrales d'eau. Donc nous allons commencer aujourd'hui la leçon numéro 9. Donc leçon numéro 9. Dans cette leçon, on va donc énoncer sans démonstration et expliquer un théorème, donc un théorème très important, qui va nous faciliter le calcul des intégrales d'eau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'a fait en tronc commun, donc on va effectuer ce qu'on appelle un changement de variable. Donc on appelle ça le théorème du changement de variable. Donc on va, à partir d'une intégrale double sur un domaine D, on va effectuer un changement de variable, et on va obtenir une autre intégrale double dont le calcul est plus simple que la première intégrale double. Bien sûr, le domaine D, il va changer, donc on va obtenir un autre domaine D', et la fonction après le changement de variable, donc on va obtenir une autre fonction de deux variables, et bien sûr, les deux intégrales sont égales. Les deux intégrales sont égales. Voilà. Bon, donc on va commencer d'abord par... on va commencer par un petit rappel. Donc un petit rappel. Donc par un petit rappel. Donc cette opération de changement de variable, donc on l'a déjà effectuée lorsqu'on a fait le calcul. Donc soit f par exemple, soit f, une fonction définie de AB par R, fonction définie de AB par R. On avait au tronc commun, donc calculer l'intégrale, donc somme de A à B, f dt, f de x, on va dire f de x, dx, f de x, dx. Des fois, donc, le calcul de cette intégrale est difficile. Donc, parmi les méthodes, d'ailleurs, c'est la méthode, en général, c'est la méthode principale, hein, pour simplifier le calcul de cette intégrale, parce que supposons que une primitive de f est difficile à trouver, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un changement de variable. On fait un changement de variable. C'est quoi un changement de variable? On va poser ici x est égal à phi de u. Donc, c'est-à-dire ici, on introduit une nouvelle variable u par la fonction phi. Donc, on introduit une nouvelle variable u par une fonction. Bon, chacun choisit la fonction phi, justement, s'appelle changement de variable. Donc, chacun choisit sa fonction de changement de variable. Donc, quelqu'un, il peut choisir phi égale sinus, l'autre, il choisit phi égale cosinus, l'autre, il va choisir l'exponentielle, l'autre tangente, etc. L'essentiel, c'est que, après ce changement de variable, et lorsqu'on transforme cette intégrale-là en une autre intégrale, c'est que le calcul devient plus facile. Donc la moralité, c'est pas de faire un changement de variable comme ça, mais la moralité, c'est que après le changement de variable, on obtient au final une intégrale. Donc au début, on avait une intégrale qui est difficile à calculer. Après le changement de variable, on obtient un calcul plus facile. Donc on avait la variable ici x, on obtient ici une variable. La variable devient u. Bon, ceci étant, donc il faut, pour effectuer un changement de variable, on n'effectue pas comme ça un changement de variable, donc il faut des conditions sur la fonction phi. En général, la fonction phi doit être dérivable et bijective. Donc, c'est-à-dire que phi moins 1 existe et que phi prime aussi existe. Parce que dans la transformation qu'on va faire à cette intégrale, donc on a besoin de la dérivée et on a besoin de phi moins 1. C'est-à-dire qu'il faut que notre fonction soit une bijection entre AB et l'image de AB, ou bien l'intervalle CD et l'intervalle AB. Donc lorsque j'ai x égale phi de u, ceci implique que dx fonction de u est égal à, donc je calcule ici, donc est égal, phi prime de u du, phi prime du, et mon intégrale, donc elle sera égale, donc i, j'appelle ici i
I, elle devient I, elle devient, donc I est égal à, est égal à, bon, l'intégrale, donc f de, donc f de x, donc f de phi de u, x est égal à phi de u, f de phi de u, voilà, dx, c'est-à-dire multiplié par phi prime, phi prime, phi prime de u, du. Ça c'est pour l'intégrale. Maintenant, il faut donc, lorsque x varie entre a et b, lorsque x varie entre a et b, donc x, si ici, nous avons ici x est égal à phi de u, implique, puisque on a dit que la fonction phi est une fonction bijective, implique u est égal à phi moins 1 de x. U, la variable u, est égal à phi moins 1 de x. J'applique phi moins 1 des deux côtés, donc j'obtiens ici phi moins 1 de x est égal à phi moins 1 de phi de u qui est égal à u. Donc maintenant, si x est égal à a, alors u est égal à phi moins 1 de a. J'appelle ce nombre-là, je l'appelle par exemple alpha. Phi moins 1 de a, je l'appelle alpha. Maintenant, si x égale b, c'est x. Ceci implique que u est égal à phi moins 1 de b. Ce nombre-là, phi moins 1, la contre-image, je l'appelle par exemple bêta. Donc je fais un schéma. Donc un schéma. L'application phi, donc mon application phi, donc l'image phi de, donc j'obtiens x est égal à phi de e. Donc ici x ça c'est a et ça c'est voilà, donc j'ai ma fonction phi moins 1, donc phi moins 1 c'est quoi? Phi moins 1 c'est la fonction réciproque de la fonction phi. Phi qu'est-ce qu'elle fait? Donc je vais ici phi, donc c'est quoi alpha? Alpha c'est l'élément tel que phi de alpha est égal à AA. Phi de alpha est égal à AA. Et bêta c'est quoi? C'est l'image par l'application phi de, c'est-à-dire l'image par la, donc nous avons ici alpha est égal à phi moins 1 de A, bêta est égal à phi moins 1 de B. Et A c'est quoi? A c'est, puisque alpha, donc nous avons ici alpha, je l'écris alpha, c'est quoi? C'est phi moins 1 de A. J'applique aux deux éléments phi, donc j'obtiens phi de alpha. L'image de alpha c'est quoi? Est égal à phi de phi moins 1 de A, c'est-à-dire A. Donc l'élément alpha, c'est l'élément tel que son image par l'application phi me donne le point A. La même chose pour le point bêta. Bêta c'est quoi? Bêta par définition, bêta est égal à, donc bêta est égal à phi moins 1, bêta est égal à phi moins 1 de B, phi moins 1 de B. Donc j'applique phi aux deux termes, donc j'obtiens phi de bêta est égal à quoi? Est égal à phi de phi moins 1 de B, c'est-à-dire B. Il faut que j'écrive bien ici bêta parce que pour ne pas confondre avec B. Donc ça c'est B, ça c'est B, le point B, le point B, et ça c'est le point bêta. Voilà.
Donc, c'est quoi bêta? C'est le point tel que son image par phi me donne le point B. Je répète, alpha c'est quoi? Alpha c'est le point tel que son image par l'application phi, donc j'ai donc la fonction me donne le point A, Et bêta c'est le point tel que son image par le point phi me donne le point B. Voilà, c'est alpha et bêta. Et ces deux éléments existent et ils sont uniques parce que je considère que ma fonction phi est une fonction bijective, Bon, ça c'était bon, lorsque, donc j'écris ici I égale de alpha jusqu'à bêta, donc bon j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens ici en vérité? Bon, je vais tracer ça. J'obtiens ici, ça c'est une nouvelle fonction, f de phi de u multiplié par phi prime de u, c'est une nouvelle fonction. Bon, pour qu'un changement de variable soit un changement de variable réussi, donc il faut que la primitive de la fonction, donc la nouvelle fonction f, la composée ici, f de phi de u, multiplié par phi prime de u, je peux l'écrire aussi sous la forme de f rond phi. C'est exactement ça, f rond phi, multiplié par phi prime, le tout de u, je peux l'écrire comme ça, de la variable u. Il faut que cette nouvelle fonction, je peux la calculer, il faut que son intégrale, sa primitive, donc, soit une primitive simple à calculer. Si j'obtiens cela, donc, ça veut dire que mon changement de variable, il a réussi. Donc, c'est un bon changement de variable. Sinon, si je fais ce calcul-là, au départ, j'avais la fonction f de la variable x, c'est une fonction difficile à calculer, la primitive, elle est difficile à calculer. Et après, j'obtiens une nouvelle fonction, j'appelle pas toute cette fonction-là, je l'appelle par exemple grand F de toute cette fonction, je l'appelle grand F de u. Cette nouvelle fonction, donc la primitive aussi, est difficile à calculer, donc j'ai rien fait, donc le changement de variable ne sert à rien, donc c'est un changement de variable qui est pratiquement inutile, donc il est inutile. Donc il faut, lorsque je fais un changement de variable, après donc avoir calculé cette fonction-là, f de phi de u multiplié par phi prime de u, il faut que cette nouvelle fonction de la variable u soit facile, soit une fonction dont la primitive est facile à calculer. Si je fais cela, donc mon changement de variable, c'est un bon changement de variable. Sinon, il faut donc remplacer cette fonction phi par une autre fonction psi ou quelque chose comme ça, donc qui me donne, dont le calcul ici est facile à calculer. Voilà. Bon, après ce rappel, donc, on va voir maintenant que se passe-t-il dans le cas d'une intégrale double. Donc, supposons qu'on a à calculer l'intégrale double i, donc l'intégrale double sur un domaine D de la fonction de deux variables f de x, y, dx, dx, dy, dx, dy. Bon, la difficulté, pourquoi on fait un changement de variable? Parce que là, on va trouver deux difficultés. Donc, une difficulté dans la fonction et une difficulté aussi dans, c'est pas comme fonction d'une variable. On a un intervalle, donc c'est bien défini, il n'y a pas de problème. Donc, ici, non. Le domaine peut présenter donc des difficultés. Donc, l'intégration sur le domaine, donc pour appliquer le théorème de Fubini, donc il y a un problème. Donc, on peut pas trouver les expressions des fonctions, etc., etc. La fonction aussi, donc elle peut présenter des difficultés. Donc là, on a une double difficulté. Bon, comment généraliser ce qu'on a vu pour une variable, pour deux variables? Premièrement, on n'a pas une seule variable. On a x et on a y. Si on fait un changement de variable, on va écrire x égale et y égale. Premièrement. Et après, donc, le résultat, on va avoir donc une fonction lorsqu'on fait. Bon, voilà comment on fait. Donc, pour effectuer le changement de variable,
voilà les données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc on va prendre x, puisqu'on a deux variables. Avant, on avait une seule variable. On posait x égale euh, euh, phi de t ou bien. Donc, ici, on a deux variables. Donc, ici en bas, bon, on va introduire. On avait ici x, deux variables, x et y. Donc, on avait x et y, deux variables x et y. Donc, après le changement de variable, donc on va introduire donc deux nouvelles variables qu'on appelle u et v. Donc ma nouvelle intégrale, donc elle sera une fonction de u et de v, de u et de v. Voilà. Comment on va procéder? Donc je vais mettre ici, donc je vais mettre les détails ici. Donc la première variable x. Bon, on va mettre ici x est égal à, donc la première variable x est égale à, donc puisqu'on a deux variables ici, donc on va voir deux fonctions. On va voir deux fonctions de deux variables. Donc la première fonction, on va l'appeler phi1 de uv. Voilà. Et la deuxième fonction, y est égal à, y est égal à phi2 de u. Phi2 de u. Telles que les deux fonctions. Ces deux fonctions-là, il faut bien voir que la fonction phi1, c'est une fonction de deux variables à valeur réelle. Donc R2 de R2 dans R. Voilà. La même chose pour la fonction phi2. Phi2 est une fonction de deux variables aussi. De R2 dans R. Voilà. Bon, maintenant, à partir des deux fonctions phi1 et phi2, je vais donc considérer la fonction phi. Une fonction phi, cette fonction-là. Donc, ce sera une fonction de R2. Et les images, ce sont. Donc, je démarre d'un couple. Je démarre d'un couple. Et le résultat, donc c'est nouveau par rapport à vous. Donc, le résultat, ce sera aussi un couple. Le résultat, ce sera aussi un couple. Qui a donc UV. Donc, qui occupe au couple UV. Je fais correspondre. Donc, l'image, c'est quoi? C'est phi de UV. Puisque l'image, ce sera un couple. Donc, qui est égal à, donc le couple, phi1 de UV, Et le deuxième, ça c'est un nombre réel, parce que phi1 c'est de R2 dans R, et le deuxième nombre réel, c'est phi2 de UV. Voilà. C'est-à-dire l'image de, puisqu'on a ici x est égal, donc ceci est égal aussi, à x est égal à x, y égal à x, y. Donc l'application phi, voilà, l'application phi, c'est une fonction de R2 à un couple, elle fait correspondre à un couple. C'est une fonction de R2 dans R2 qui a UV fait correspondre donc le couple XY. À UV fait correspondre le couple XY. Mais en vérité, une fonction de R2 dans R2, c'est deux fonctions. Une fonction de R2 dans R2, c'est une fonction, c'est un couple de fonctions. C'est deux fonctions de R2, deux fonctions, phi1 et phi2, de R2 dans R, comme on connaît. Bon. Maintenant, nous allons donc, pour écrire, donc, ou bien pour écrire cette intégrale avec le changement de variable,
nous allons donc, comme pour le cas d'une variable, une seule variable, on a vu des hypothèses sur la fonction phi, donc on a vu qu'elle était bijective et elle est dérivable. Donc à peu près, on va voir les mêmes hypothèses ici pour la fonction phi, donc qui est le couple phi 1, phi 2. Donc on va voir qu'elle est aussi bijective, elle doit être aussi bijective. Et la deuxième donc, hypothèse, donc, ce qui va remplacer la dérivabilité d'une fonction de variable, c'est l'existence des dérivées partielles. Donc on va voir que, et qu'est-ce qui va remplacer phi' dans l'intégrale? On va voir que une notion nouvelle qu'on appelle le jacobien. Bon, ici, bon, pour simplifier, bon, et pour bien comprendre le phénomène, donc là, c'est le domaine x ou y, donc x, y, et là, c'est le nouveau domaine de la variable u et v. Voilà, donc la fonction phi, donc la fonction du changement de variable, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, à un couple uv, donc par exemple, à un couple uv, donc la variable uv, elle fait correspondre phi de uv est égal à xy. Donc, à un point uv ici, donc uv, donc, elle fait correspondre un point uv, un point xy du domaine xy. Voilà, donc la fonction phi, donc elle agit donc, du domaine uv dans le domaine, dans le plan xy. uv dans le plan xy. Donc la première des hypothèses qu'on va exiger, c'est que notre fonction phi, cette fonction phi, elle doit être phi, donc petit a, qui est importante, très importante. Donc phi doit être une bijection. Ça, c'est très important. Phi est bijective, une bijection. J'y arrive. Voilà. Phi doit être une bijection entre quoi et quoi? Donc, entre l'ensemble, entre delta, l'ensemble, que je note delta, bon, je vais vous dire c'est quoi delta, et c'est pas une bijection entre R2 et R2, donc c'est beaucoup ça, donc, mais elle doit être une bijection entre delta et D, l'ensemble D. Delta, c'est quoi? Delta, c'est exactement, bon, ici c'est quoi? Donc, si j'ai ici une bijection, donc phi, elle va de l'ensemble, donc du plan UV dans XY, donc la contre-image, donc elle va de l'ensemble XY dans le plan UV. Donc, avec delta, c'est phi moins 1, l'image réciproque de l'ensemble D. Ou encore, delta vérifie, delta est tel que D, si je, donc j'ai phi de D, c'est phi de delta vérifie, phi de delta, l'image de delta par l'application phi, c'est égal à, c'est l'ensemble D. C'est-à-dire, quand vous voulez, delta, c'est la contre-image, de D, ou bien delta, c'est l'ensemble, lorsque vous faites son image par l'application phi, vous obtenez exactement notre ensemble de départ D. Voilà. C'est comme ça qu'on définit l'ensemble delta. L'ensemble delta, c'est la contre-image de l'ensemble D, ou bien c'est l'ensemble tel que dans l'image, par l'application phi, nous donne exactement l'ensemble D. Bon, dans les calculs, on va les avoir. Parce que dans le calcul, qu'est-ce qu'on connaît au départ? On connaît D. Donc il faut donc calculer ou bien connaître l'ensemble delta. C'est le nouveau ensemble, c'est le alpha et le bêta de l'intégrale simple tout à l'heure. Donc voilà, donc pour faire l'intégration, le changement de variable, donc la première des choses, il faut calculer l'ensemble delta, ce nouvel ensemble, parce qu'on va intégrer notre fonction, on va l'intégrer dans l'axe, ou bien l'ensemble des variables UV. Donc dans l'ensemble des variables UV, il faut avoir l'ensemble delta. L'ensemble delta,
Delta, on a dit que c'est phi moins 1 de l'ensemble D. Donc phi doit être, la première des choses, phi doit être une bijection entre delta et D. Bon, je rappelle pour les gens qui ont oublié la notion de bijection, bijection, ça veut dire que c'est une fonction qui est donc en même temps injective et surjective. C'est-à-dire à un élément, vous faites, donc il existe une et une seule image. Une et une seule image. العربية نقولوا تطبيق تقابلي أو donc غامرة ومتباينة غامرة ومتباينة. Donc à un élément, si je prends un élément de l'ensemble de départ de D, donc il a une et une seule image. Et si je prends un élément de delta, il a une et une seule image aussi, ou bien un et un seul antécédent. Donc tout élément de l'ensemble delta admet un seul antécédent dans D. Donc je peux calculer, donc l'application phi-1 existe. L'application réciproque phi-1 existe. Bon, ça c'est la première condition. Bon, la deuxième condition qui est importante aussi, il faut donc, ça c'est la première condition, c'est la même que pour une fonction d'une variable. Bon, la deuxième condition pour une fonction d'une variable dans l'intégrale simple, on a vu que il faut que phi' existe et soit continue. Phi' existe, la dérivée de phi existe et donc elle est continue. Parce qu'on avait besoin de calculer l'intégrale f de phi de u multiplié par phi' de u. Bon, ici, qu'est-ce qui va remplacer que phi' existe et continue? Ce sont les dérivées partielles. Parce qu'on a une fonction, on a phi, c'est deux fonctions, phi, c'est phi1 et phi2. Donc ici, on va exiger que les dérivées partielles des rangs phi1, de la fonction phi1. Donc les fonctions phi1 sont des fonctions de u de v. Phi1, c'est une fonction de u de v. Phi2 aussi, c'est une fonction de u de v. Des rangs phi1 par rapport à u des rangs phi1 par rapport à v. Ce sont des fonctions de deux variables. Maintenant, des rangs phi2 par rapport à des rangs u, la même chose. Et des rangs phi2 aussi, des rangs phi2 par rapport à v. Donc, nous avons quatre dérivées partielles. Donc, la dérivée partielle de phi1 par rapport à u, après par rapport à v, et la dérivée partielle de phi2 par rapport à u, et après sont des fonctions, ce sont des fonctions. Il faut que existe, sont des fonctions, donc en fonction de variables, donc existe. Bon, je vais l'écrire, donc je vais bien l'écrire. Donc ces dérivées partielles, donc il faut que ces dérivées partielles donc existent. Bon, je vais effacer d'abord. Il faut que ces dérivées partielles donc existent. Voilà, existent. Elles existent et sont continues en fonction de deux variables, quand elles sont continues dans quel ensemble? Dans quel ensemble ces fonctions existent, ces fonctions de variables, dérivées partielles, elles existent et sont continues, puisque il faut bien voir phi, elle est définie de quel ensemble? De delta vers d. Donc, on a dit que il faut qu'elle soit une bijection entre delta et d. Deuxièmement, il faut que phi1 et phi2, je parle maintenant de phi1 et phi2, elles doivent donc avoir des dérivées partielles par rapport à u et par rapport à v, et elles sont continues dans l'ensemble delta. Voilà, delta. Je rappelle, delta c'est quoi? Delta c'est phi-1, c'est la contre-image, ou bien la fonction réciproque, la contre-image de l'ensemble D. Ou bien c'est l'ensemble tel que son image par l'application phi me donne l'ensemble D. Je répète, delta c'est quoi? C'est l'ensemble tel que son image par l'application phi me donne D. L'ensemble D que j'ai à l'avance, donc que j'obtiens par l'avance. Voilà, donc existe et sont continus dans l'ensemble delta. Bon, maintenant, on va noter, notons par donc JUV, donc on l'appelle
le jacobien. Donc ici, je vais donc l'écrire. Donc J, notons par J, voilà, J de la variable, c'est une fonction de U et V. Donc JUV. Donc c'est quoi? C'est un déterminant. Donc nous allons voir c'est quoi. Voilà. Donc JUV est égal à, par définition. Donc c'est cette expression-là. Donc c'est un déterminant. Donc je mets ici des rangs phi 1. Pardon. Des rangs phi 1. Par rapport à U. Au point UV. Après, le deuxième, c'est le même ici. Des rangs phi 1. Des rangs phi 1. Par rapport à, maintenant par rapport à AV. La dérivée partielle par rapport à V. Point U. V. Dans la deuxième colonne, je vais mettre l'autre fonction, des rangs phi 1, phi 2, des rangs phi 2, par rapport à la même chose, par rapport à U, au point UV, la même chose, au point UV. Point UV. Et enfin la deuxième, c'est un déterminant d'ordre 2, des rangs phi 2 par rapport à V, la variable V, au point UV. Donc ça c'est un déterminant, comment on le fait en algèbre. Ceci est égal à quoi? Donc par définition, donc ceci est égal à, ceci est égal à, donc ce déterminant est égal à quoi? Donc GUV est égal, donc je mets le produit de ce terme-là par celui-là. Donc voilà, je mets la flèche ici. Donc le produit de ce terme-là par celui-là, moins le produit de ce terme-là par celui-là. Donc ceci est égal donc à, par définition, est égal à des rangs phi 1. Je vais l'écrire en noir. Est égal à des rangs phi 1 par rapport à U au point UV multiplié par des rangs phi 2 par rapport, la dérivée partielle par rapport à V, la fonction phi 2 par rapport à V au point UV, moins, maintenant, des rangs phi 2, par rapport à U, au point UV, multiplié par des rangs phi 1, des rangs phi 1 par rapport à V au point UV. C'est une fonction. Le jacobien, on appelle ça, donc, J. Bon, je vais bien l'écrire ici, parce que je vais l'agrandir ici, donc, je vais bien l'écrire. Bon, je vais l'agrandir. Notons pas, donc ici. Notons pas. J. U de la variable U et voilà. Donc cette expression, on l'appelle donc JUV s'appelle donc JUV
JUV, 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 s'appelle jacobien, s'appelle jacobien. Bon, le jacobien des fonctions, donc phi1 et phi2, donc dans le domaine delta. Donc je le calcule ici dans le domaine delta, parce que U et V appartiennent à delta. Voilà, donc c'est une fonction. Pour le calculer, il faut que mes fonctions phi1 et phi2 doivent être donc, elles doivent avoir des dérivées partielles dans le domaine delta. Sinon, je peux pas le calculer, ce déterminant, je ne peux pas le calculer dans mon domaine delta. Bon, une remarque importante, c'est que si ce jacobien JUV donc, est différent de 0 dans le domaine delta, alors la fonction phi est inversée. La fonction phi est inversée. Donc il faut vérifier, lorsque vous calculez votre jacobien, donc il ne s'annule pas, sur le domaine delta. S'il ne s'annule pas dans le domaine delta, vous avez une assurance que votre application phi est une bijection de delta sur t. Voilà, c'est une remarque que je fais. Maintenant, on va passer. Bon, ceci étant, donc, dans la dernière partie, donc, on a expliqué qu'est-ce qu'on introduit comme changement de variable dans cette partie-là. Maintenant, dans cette partie-là, on a exposé qu'est-ce qu'on exige sur la fonction qui va définir le changement de variable. Donc, il y a deux fonctions, phi1 et phi2. Et maintenant, donc, dans la troisième partie, donc, on va écrire donc, la formule du changement de variable elle-même. C'est la conclusion. Ça, c'est un théorème, donc on peut considérer comme un théorème. Donc maintenant, je vais écrire la formule du changement de variable lui-même. Donc je vais écrire donc la formule du changement de variable lui-même. Donc on a au début donc i qui est égal à donc notre intégrale double sur le domaine D de la fonction de la variable x, y dx bon, c'est l'intégrale à calculer, donc supposons que c'est difficile à calculer. Donc après, voilà, donc c'est le théorème ici. Donc lorsqu'on fait le changement de variable, donc cette intégrale, elle est égale, donc après le changement de variable, on pose ici, on a dit qu'on pose, x est égal à phi1 de UV, y est égal à phi2 de UV. Donc on obtient ici. Bon, je vais après dire que c'est quoi le domaine. Donc on obtient ici une fonction de la variable U et V. Donc ce sera égal à f, puisque vous avez x est égal à quoi ici? Est égal à, donc x, au lieu d'écrire donc ici x, donc x est égal à phi1 de UV, donc x, f de phi1 de UV, y est égal à phi2 de UV, phi2 de UV, f de phi1 de UV, phi2, pardon, ça c'est f. Phi1, ça c'est x, ça c'est y. Maintenant, avant, on avait donc dx, dy, donc cet élément élémentaire de surface. Donc, on le remplace. Donc, dans le cas d'une fonction, d'une variable, ça a été remplacé par phi' de u du. Mais dans le cas d'une fonction de deux variables, donc ce qui va remplacer la phi' de u, c'est le jacobien. On va écrire ici, mais au module. Donc,
pardon, c'est au module. Module de... Voilà. C'est le module, valeur absolue. C'est valeur absolue. Valeur absolue. De J de UV, de jacobien. C'est ce déterminant-là, le déterminant J de UV, en module, valeur absolue. Donc, je vais le prendre en valeur absolue, J de UV, et après DU, DU, DV. Et la variable, c'est ici, c'est UV. Donc, si X, Y appartient à D, on a dit, alors UV appartient à delta. Delta, c'est quoi? Delta, c'est exactement, c'est delta sur l'ensemble delta qui est égal à phi moins 1 de D. Bon, je peux l'écrire aussi. Je peux l'écrire aussi de face. Pardon, ici c'est l'intégrale double, là, c'est pas l'intégrale simple. Pourquoi j'ai écrit une intégrale simple? Donc je peux l'écrire aussi sous une autre forme plus esthétique. Parce qu'on a dit phi 1 de V, phi 2 de UV, c'est quoi? C'est exactement phi de UV. On l'a appelé, ce couple-là de fonctions, on l'a appelé phi de UV. Il ne faut pas oublier ça. C'est une notation seulement, bien une définition. Le couple-là, phi 1 de UV, phi 2 de UV, on l'a appelé phi de UV. Donc on peut l'écrire ici, delta, la même chose, delta, sur l'ensemble delta qui est égal à phi moins 1 de D, de F, je vais l'écrire comme ça, c'est mieux, F2 phi de UV. Voilà, F de UV, multiplié par le jacobien, valeur absolue, donc la valeur absolue jacobien, donc je vais l'écrire ici, comme ça, voilà, J de UV, J de UV, et après là, c'est DU. Voilà. Donc c'est ça. Donc je vais encadrer tout ça. Donc c'est ça. C'est ce qu'on appelle la formule. C'est ça. La formule du changement de variable. Donc, comme je l'ai signalé tout à l'heure, donc supposons que cette intégrale est difficile à calculer, cette intégrale double sur tout le domaine D, c'est un domaine qui est difficile, donc on effectue le changement de variable. Donc x, y, donc x est égal à phi 1 de UV, y est égal à phi 2 de UV, on introduit les nouvelles variables U et V, et on obtient donc cette formule. Bon, je ne vais pas faire la démonstration de ce, c'est un théorème ça, donc cette formule c'est un théorème, donc c'est un peu difficile donc, pour les deuxièmes années. Et bon, le but de ces cours-là, c'est pas de faire du cours pour du cours, mais surtout pour comprendre les théorèmes, leur sens, et surtout les appliquer. Comment on les applique dans le calcul. Bon, Inch'Allah, le prochain cours, donc la leçon numéro 10, ça c'était la leçon 9, donc on a expliqué le changement de variable. Donc dans le cours numéro, dans la leçon numéro 10, on va faire des applications de ce changement de variable. On va donner un ou deux exercices pour comprendre comment on applique ce changement de variable qui va donc nous faciliter la tâche pour calculer encore une intégrale. Donc ce sera aujourd'hui ce sera tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, donc on va faire Inch'Allah des exercices sur le changement de variable.